Merci d'être là tout le monde. Bienvenue à cette présentation de Métamusique sur l'état des lieux du 23 janvier 2025. Pour ceux et celles qui connaissent déjà un peu, connaissaient un peu l'outil. Je laisse la parole à Pierre Gourde. Merci Thomas. Merci, Roselyne. Alors, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de vous être déplacé virtuellement aujourd'hui pour entendre parler de métadonnées musicales et de métamusique, de où on en est, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on peut déjà vous aider à faire dans vos actions de découvrabilité et d'indexation. Alors, Métamusique, ben d'abord, qui sommes-nous, Métamusique? Métamusique, c'est un OBNL indépendant qui a été créé en 2020 par un consortium d'associations, d'organisations, de gestion de droit et vraiment de représentants du secteur musical et soutenu financièrement par la MCCQ donc depuis 2020. Moi, j'y suis depuis 2022 maintenant, à la direction générale de Métamusique. Qu'est-ce qu'on fait Métamusique? Métamusique, on est en train de développer un outil de saisie, d'indexation et de diffusion de métadonnées musicales conçu par et pour donc l'industrie du Québec et du Canada. Ça va permettre d'avoir des métadonnées complètes et liées qui favorisent une plus grande découvrabilité et interopérabilité entre celles-ci. Ça va permettre d'associer facilement tous les contributeurs à leurs œuvres, enregistrements sonores et parutions pour justement donner à tous le crédit qui leur est dû. C'est important et des fonctionnalités pensées pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie, que ce soit pour les déclarations, les dépôts obligatoires et d'autres connexions intégrées qui sont là, le lot de chacune des sorties et des mises en marché d'albums au Québec et au Canada. Euh, les métadonnées, c'est quoi le problème des métadonnées musicales, en fait? Les métadonnées musicales, ben d'abord, elles sont fondamentales et essentielles pour assurer le paiement des redevances aux bons ayants droit, puis aussi de permettre aux contenus musicaux d'être découverts en ligne, peu importe le contexte d'écoute, peu importe comment on les recherche. On sait qu'aujourd'hui, les façons de trouver et de découvrir la musique sont complètement différentes de ceux d'il y a à peine 5 ans. Donc, on sait que c'est important de pouvoir être découvert dans plusieurs contextes différents. Les données incomplètes, ça a quoi comme impact? Ça impacte des délais de paiement et des pertes de revenus. C'est le cas notamment là, quand on n'associe pas bien les données d'œuvre aux données d'enregistrement sonore. Il y a des autocompositeurs qui, parfois, passent à la trappe ou qui ont de l'argent qui colle à des endroits. Ça amène une certaine invisibilité et des retombées potentielles et des pertes de retombées potentielles pour certains contributeurs, principalement parce que les artistes qui deviennent absents des algorithmes, mais aussi parce que des contributeurs qui soient techniques, qui soient designers, qui soient accompagnateurs, qui soient mal documentés ou qui soient carrément absents des crédits en ligne, alors qu'avant, ils étaient visibles parce qu'avant, on parlait de. Parce qu'avant, on parlait de quoi? On parlait de pochettes, en fait. Ma tête est à l'envers, mais donc, une métadonnée, c'est quoi, dans le fond, une métadonnée musicale? C'est une métadonnée, c'est une donnée qui décrit une donnée. Essentiellement, avant, c'était la pochette. On prenait pour savoir qui avait fait un album, c'était simple, on ouvrait la pochette, on avait les crédits, généralement l'auteur, compositeur et même l'éditeur. Si vous regardez vos vieux LP, il y a souvent l'éditeur qui est même inscrit dans la pochette, ce qui n'est plus le cas vraiment aujourd'hui, ou en tout cas de manière moins évidente. Donc, pas de pochette. Ben, avec la pochette, c'était facile de savoir qui avait fait quoi. Aujourd'hui, ces pochettes-là, il faut les transposer en données qui sont lisibles et compréhensibles par des machines. Et c'est là que nous, on s'en vient. Les méthodologies, on parle de quoi? On parle de quel type de méthodologie on parle des méthodologies qui sont descriptives, donc l'essentiel, savoir qui a fait quoi, quand, comment, combien de temps ça dure, où ça a été enregistré, qui sont les contributeurs en studio, etc., etc. On parle aussi de méthodologie de propriété et de droit. Donc, qui on doit payer à chaque fois qu'il y a eu une diffusion, qu'il y a eu un usage, qu'il y a eu une vente, qu'il y a eu autre chose. Et les fameux identifiants uniques que sont l'ISRC, l'ISWC et l'UPC aussi, évidemment, qui permettent de faire le lien entre toutes ces informations et des métadonnées qui sont enrichies. Donc, ça veut dire les métadonnées qui permettent de bonifier, on va dire, ou de décrire vraiment, là, de mieux comprendre la musique, que ce soit évidemment le BPM, les tags, les genres, les moods, ou même les contextes d'écriture, les contextes de création, mais les contextes d'écoute aussi. On parle maintenant de playlists pour faire du sport, etc. Donc, il y a des contextes d'écoute, des thèmes et tous ces éléments-là. Les métadonnées enrichies sont vraiment un layer de plus pour venir bonifier ou venir là, ajouter là, vraiment là, au niveau de la description des chansons.
Une chanson, pour mieux comprendre, parce que le pas de recul n'est pas négligeable. Je sais que vous n'êtes pas tous vous êtes pas des amateurs ou des débutants, mais malgré tout, il y a toujours un pas de recul à faire pour bien comprendre c'est quoi, dans le fond, une chanson pour comprendre prendre les métadonnées. Parce qu'une chanson, c'est la rencontre de deux choses, une œuvre et un enregistrement sonore. À partir du moment où on a l'œuvre, qui est la partie conceptuelle de la chanson, et qu'on la pose sur un support, à ce moment-là, on a une chanson qui devient exploitable, qui devient utilisable et qui a besoin d'avoir les métadonnées musicales. Et, parce que donc, c'est la rencontre de deux choses, mais c'est surtout la somme de ces métadonnées, en fait. Donc, on a les métadonnées d'enregistrement et de l'œuvre qui, ensemble, deviennent le socle là, qu'on a besoin d'avoir pour bien décrire correctement nos chansons. Euh, donc, l'objectif, quand on met une chanson en ligne, quand on met un album en ligne, c'est d'avoir toutes nos métadonnées d'œuvre et d'enregistrement sonore qui sont bel et bien associées dans une parution. Pour que quand on a une parution, quand on l'écoute, quand on la diffuse à différents endroits, qu'on sache qui a fait quoi à toutes les étapes. La réalité, quand on pousse en ligne nos enregistrements sonores, c'est que ben, on a les données d'enregistrement sonore, mais des fois pas au complet. Et on n'a pas souvent les crédits d'œuvre, on n'a pas les identifiants d'œuvre, on n'a pas toutes les informations qui viennent au niveau là, de la rémunération des auteurs-compositeurs, notamment. Donc, c'est un enjeu. Et en fait, c'est là où on va intervenir. Un exemple concret de métadonnées dans le contexte, c'est que si vous voulez écouter Colin the Blues par Offenbach sur une plateforme, vous allez voir ça. Mais en arrière, lui, le système, il va voir ceci. Il va voir la donnée de la structure, la donnée de l'œuvre avec son ISWC et ses contributeurs avec leur IPI. Il va voir son ISRC qui va être lié à Offenbach, qui a un ISNI, à Jerry, à Johnny, à Pierre, à Willy, puis à Denis, au premier producteur et au réalisateur. Pas à la gang de Corbac, pas à d'autres covers qui ont été faits, mais à celle-là. Mais l'œuvre est toujours la même. Donc, l'œuvre, elle est commune à toutes ces variations-là. Mais quand on écoute la version originale de l'album, ben, c'est cette version-là qu'on a de la donnée. Mais si on n'a pas fait l'arrimage entre l'auteur, compositeur et l'interprète, il y a parfois des problèmes. Dans ce cas-ci, c'est facile, c'est la même gang, c'est une tune qui a été bien, bien documentée. Mais si moi, par exemple, je faisais un cover d'une chanson de Marjo qui s'appelle Celle qui va et que c'est moi qui la chantais, et que je la renommais Celui qui va, si je n'ai pas associé l'ISWC de l'œuvre originale, il n'y a aucune chance qu'on sache qui est l'auteur original de la chanson que moi j'ai mis en ligne avec mon ISRC, avec tout le reste des données qui sont disponibles. D'où l'importance de faire le lien entre l'enregistrement et l'œuvre pour bien documenter qui a fait quoi. C'est là que le système qu'on est en train de monter, va permettre de structurer ça de votre côté à vous, mais aussi dans la sphère publique, on va dire, pour que vous n'ayez pas à le faire, que ça se fasse naturellement. C'est une chorégraphie, c'est pas super sexy, c'est pas. Je ne vois pas l'action des gens. Mais en tout cas, je trouve pas ça sexy, mais ça reste quand même super important de bien structurer cette information-là en amont et de le comprendre, en fait, parce que c'est pas inné. Puis même, je vous dis, là, moi, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant très longtemps, mais l'ISWC, c'est un élément qui reste inconnu pour beaucoup de gens encore, mais qui est super important. Mais rassurez-vous, on a fait un outil qui s'en vient, je vais vous le montrer, qui enlève la réflexion autour de ça. Ça se fait tout seul, un petit peu. Il n'y a pas besoin de réfléchir à savoir où est mon ISWC. La mécanique va faire en sorte qu'on va l'automatiser en certaines parties. On va le simplifier à tout le moins. Donc, Métamusique, on a développé une solution, en fait. Voilà. Et pour s'attaquer au problème. Est-ce que vous voyez la barre bleue ici? Vous voyez mon écran ou pas, en fait? Je suis curieux. Oui, OK. C'est bon, parce je pensais que vous voyez. Bon. OK, parfait. Donc, la mise en marché de l'album aujourd'hui versus la mise en marché de l'album avec Métamusique, c'est deux choses complètement différentes. Ça va être la même chose, ça va être la même manipulation d'informations, mais dans un contexte différent. Allons-y dans le détail. Quand on fait une mise en ligne de l'album d'aujourd'hui, ça se fait en silo. Il y a plusieurs personnes qui font leur petit bout, mais sans nécessairement se coordonner, qui le font au moment où
c'est pas toujours pareil, pas toujours similaire. Il y a plusieurs déclarations à faire qui se font, donc, des fois par des gens, comme vous pouvez voir, différents. Des fois, il y a pas des compétitions, mais il y a des overlaps de déclarations. Donc, il y a un manque de coordination. Ça implique donc plusieurs personnes, justement, avec des processus qui sont complètement différents. Il y a des échanges de courriels, des appels, des bouts de email, des bouts de post-it, des bouts d'éléments qui se partagent. Il y a de l'attente. J'ai pas reçu l'information, je l'attends, on le relance, on le retexte, on le rappelle. Des oublis, on a oublié un tel parce que, ah oui, il n'était pas là, puis on n'a pas noté son nom sur le post-it qu'il m'a donné pour faire. Donc, on le sait, depuis un an, on fait des tests d'onboarding avec des labels et plein d'organisations. Puis moi-même, j'en ai fait, là, moi aussi, là, je peux être coupable d'avoir fait ça un peu n'importe comment à certaines époques. Mais c'est vrai qu'on voit tout plein d'informations différentes, partagées différemment. Donc, il y a des enjeux. Et ça implique de saisir dans plusieurs endroits qui demandent chacun un petit bout de l'information, mais sans jamais faire le lien entre tout ce beau monde-là. Donc, on travaille, mais sans toujours voir le big picture quand on fait nos silos indépendants, même si c'est la même personne. Parce que souvent, on sait aujourd'hui, l'éditeur et le label, producteur, c'est souvent, ils changent de casquette, là, comme, bon, mais c'est pas la même personne, mais les silos font qu'il y a il y a des oublis quand même. Donc, c'est un peu le problème. Ça amène donc des problèmes, des erreurs, des oublis, des redondances du travail à toutes les étapes, des données qui s'avèrent parfois incomplètes. Et ça amène quoi, ça, au final, au bout de la ligne, des paiements de redevances qui sont au mieux retardés, au pire gelés pendant des années qu'on oublie, qu'on ne sait pas. Avec Métamusique, le processus de mise en ligne, il va être collaboratif. Ça va être vraiment une gestion collaborative qui va se mettre en place, qui n'aura pas le choix d'être mis en place. C'est des processus qui vont être intégrés, standardisés, puis simplifiés pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus il y aura plus d'échanges de 25 emails pour la même information. On va je vais voler mon punch. On va limiter les échanges de courriels, d'appels, de Word, d'Excel à remplir, d'attente, de tout ce qui vient avec tout ça. Puis surtout, on va le rentrer une fois, puis on va pouvoir la réutiliser pour d'autres. Donc, oui, on va faire des déclarations sur Poker City dans un premier temps. On va intégrer les catalogues SOCAN. Mais il y aura d'autres éléments comme le dépôt légal qui va venir un peu plus tard. On est en train de discuter avec différents collaborateurs. On est sur différents appels d'offres. On est sur différents éléments de plus pour toujours rajouter de la valeur à partir, toujours une fois, toujours de la même information que vous avez besoin d'avoir de toute façon pour vos propres mises en marché, de toute façon. Donc, les bénéfices, c'est simplifié pour tout le monde. Des méthodologies qui sont complètes et standardisées, faciles à exporter, à exploiter et qui, surtout, pas d'erreur. Il n'y a pas de garantie, pas d'erreur. On est toujours des humains, puis on a mis des processus pour limiter les erreurs. Donc, il y aura quand même de la vigilance toujours comme on le fait, mais pas d'erreur, pas d'oubli ou d'ambiguïté sur qui a fait quoi et quand, surtout. Ça va empêcher vos paiements de redevances de vraiment geler. Métamusique, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées. Donc, pour l'instant, on parle de déclarations. Donc, les fonctionnalités de Métamusique qui sont déjà là, que vous connaissez probablement déjà, celles-là. Déclaration sur Proc et Artisti, c'est acquis, tout le monde en a entendu parler. Mais oui, on peut effectivement faire des déclarations, se connecter déjà. Les membres Artisti peuvent se connecter à leur compte. Les membres Proc peuvent se connecter à leur compte dans la création de leur compte, dans leur dashboard personnel. Ensuite de ça, à l'étape de l'apparition, il y a des déclarations que vous pouvez voir là. On peut ajouter une déclaration SOPROC ou une déclaration Artisti pour une parution à ce moment-là qui va déclarer l'ensemble des enregistrements sonores qui sont là et donc compléter les déclarations pour ces ISRC-là et leurs différentes parutions. Donc, ça, c'est acquis, c'est déjà là et fonctionnel 100%, il n'y a pas de problème. Pour Artisti, la déclaration, c'est un bouton et ça s'envoie à Artisti, c'est traité après par eux. Pour Soproc, ça initie la déclaration à la Soproc. Il faut aller compléter, juste mettre les splits puis dire OK sur le dashboard de la Soproc. On vous met le lien pour que vous puissiez aller une fois que vous avez fait l'initiation. C'est juste une question d'aller valider sur leur dashboard à eux la finalisation. Donc, ça, c'est pour les déclarations Artisti et Soproc. On valide les ISNI aussi. En fait, l'ISNI, le International Standard Name Identifier, si vous ne connaissez pas encore, c'est un identifiant qui va devenir de plus en plus important dans la désambiguation, des identités en ligne. C'est-à-dire que tout le monde doit en avoir un à terme, tout le monde n'en a pas, mais
La réalité, c'est qu'il y en a plusieurs qui en ont deux, voire trois, voire quatre, des fois cinq. J'ai vu jusqu'à cinq pour un cas. C'est une personne qui existe depuis longtemps et ayant un nom. Donc, quand je dis bien vos Disney, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs. Je prends l'exemple de Geneviève Racette qui est ici. Elle en a effectivement deux, donc on a pu faire le merge dans son outil, dans son profil à elle. Les doublons ou triplons sont regroupés. On les fusionne pas pour le moment, mais il y aura une fusion qui viendra dans la suite des choses. Pour le moment, on les fusionne chez nous pour ensuite de ça, vous en allez signer un qui devient l'officiel pour nous. Quand Disney va le merger à terme, ils vont nous renvoyer le nouvel officiel, mais ça va être canonisé. Donc, peu importe lequel vous aurez utilisé à une autre étape ou l'autre de votre vie, tout ça va converger vers un seul Disney. Présentement, on a une offre d'assignation qui va venir. Nous, on a des coûts à gérer par rapport à ça, donc c'est une offre qui va être payante. On va travailler avec des associations pour travailler sur une offre groupée là, pour qu'on puisse avoir des Disney de groupe pour éviter qu'il y ait trop de monde qui n'en ait pas, là, parce que ça peut devenir un enjeu, notamment chez YouTube, notamment chez Apple aussi, qui commence à le demander là, systématiquement pour ses mises en marché. Petit gorgée. Euh, C'était déjà là, mais je le rappelle, parce que c'est pas anodin. Évidemment, tout profil de métamusique, que ce soit entreprise ou individuel, peut être donné en délégation à quelqu'un. Il peut être donné donc à son équipe de gérance, son éditeur, son équipe de production, toute personne qui intervient chez vous. On va le voir tantôt, ça vient avec d'autres privilèges, d'autres activités, d'autres actions qu'on peut faire. Ça permet effectivement d'avoir trois niveaux d'accès. Donc, le niveau admin, c'est le niveau du propriétaire qui peut, lui, kicker out tout le monde dans le profil. On a le niveau gestion qui est lecture et écriture. Et il y a un niveau lecture seule. Donc, si vous avez des gens qui doivent venir faire des vérifications, vous pouvez facilement leur donner un rôle de lecture seule, pas de problème. Votre gérant, vos employés qui doivent faire la job, déclarer, saisir, etc. Lecture et écriture. Propriétaire, artiste lui-même, peut à ce moment-là, ou son gérant, peuvent être en admin, là, selon les cas de figure, évidemment, pour justement pas avoir à dépendre de l'artiste, que l'artiste elle fallait tout le temps tout. On sait qu'ils ne sont pas toujours sur Internet, là, puis c'est normal aussi. Donc, c'était vraiment important qu'on ait ça. Et ça vient aussi on a créé le rôle de gérant dans la métamusique, qui n'était pas vraiment là avant, parce que il n'y a pas de métadonnées associées à la gérance systématiquement, là, même si je pense que oui, mais ça, c'est l'ancien gérant à moi qui parle. Mais je trouve important qu'on ait quand même le volet gérance dans la métamusique. Ça pourra faire évoluer des connexions entre des entités de gérance et des artistes à terme aussi. Pour l'instant, c'est vraiment à titre de. Ça vous donne le droit d'exister dans la métamusique si vous êtes jeunement gérant, là. C'est un peu embêtant de dire à des gérants de se créer un compte quand il n'y a pas de rôle qui leur appartient, qui leur correspond. Donc, on l'a bel et bien créé pour ça, mais c'est surtout que ça va permettre aussi à terme de vous donner des droits de création de rôle pour vos artistes aussi en parallèle. Donc, c'est là où on s'en vient aussi par la suite. Dans les nouveautés importantes et qui ne sont pas des moindres, c'est la création des comptes en lot qui va permettre, en remplissant un Excel, de créer des comptes pour tout le monde dans votre organisation, votre groupe, votre orchestre symphonique, votre label, votre maison d'édition, votre équipe de gérance, etc. Dans le sens où en fait, avant, on peut donner les droits de création de compte à quiconque nous en fait la demande, soit un gérant, soit un label ou un éditeur. Mais on peut aussi, en fait, vous créer les comptes pour vous. Donc, vous remplissez les informations que je vous ai mis à l'écran avec tous les rôles. Si vous avez des informations, des identifiants, vous les mettez là-dedans. On peut à ce moment-là, nous, créer les comptes pour tout le monde. Et hop, vous avez la capacité de soit être les gérants de ces comptes-là, comme on l'a vu tout à l'heure, donc parce que vous êtes le gérant ou autre, etc., ou pas. C'est-à-dire que si vous dites, ben, mon réalisateur, je ne suis pas son gérant, mais ça fait partie du contrat qu'on a maintenant d'avoir un compte, j'ai créé le compte pour lui, puis lui devient admin, puis c'est juste lui qui crée son compte, puis on peut le taguer, on peut l'inclure dans nos déclarations. Oui. Donc, ça permet donc de faire ça en quelques minutes seulement, sans avoir là, à faire la création individuelle de chacun des comptes. Ça n'empêche pas de pouvoir créer des comptes individuels au besoin pour compléter une équipe, compléter un band, mais la création se fait là, au niveau c'est beaucoup plus rapidement comme ça. L'autre nouveauté qui est une évolution d'un truc qui était déjà là, donc l'import catalogue SOCAN, on en parlait tantôt. Donc, oui, la réalité, c'est que
la SOCAN est en train de revoir ses propres systèmes d'information en ce moment, au moment où on se parle. C'est un travail là, qui est de longue haleine, puis c'est pas une mince affaire. Je peux vous confirmer que c'est pas évident de gérer une DB comme celle-là. Donc, ils sont en train de faire un travail où on va pouvoir se connecter effectivement à la SOCAN. Donc, à terme, il y aura potentiellement des déclarations SOCAN qui se feront via un API, oui. De la même manière qu'on pourra, ce qu'on est en train de faire à la Mitaine en ce moment avec les imports, les automatiser avec des systèmes d'API. On est en train de réfléchir à un API humain, là, où on leur envoie une liste d'API, puis qu'ils nous renvoient les catalogues mis à jour, puis nous-mêmes qui les faisons à la main. Bon, on veut monter un API, mais ils n'ont pas encore d'API, fait qu'on on va vivre avec ce qu'on a en ce moment. Ce qu'on fait par contre, de différent d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'import du catalogue SOCAN qui importe les œuvres valides au complet, qui crée toutes les œuvres dans un catalogue donné en créant des utilisateurs flottants. Donc, par exemple, si moi et Roselyne, on a une œuvre ensemble et que je m'importe mon catalogue SOCAN, que Roselyne n'est pas dans la métamusique, ça va créer Roselyne flottant avec son IPI. Quand Roselyne va créer son compte et qu'elle va ajouter son IPI, on va lui dire, on a trouvé un Roselyne avec ton IPI, est-ce bien toi? On va pouvoir la matcher. Et à ce moment-là, l'œuvre que j'avais créée de mon catalogue va être déjà dans son propre catalogue. Ça permet de pouvoir créer des comptes, de pouvoir créer des catalogues d'œuvres de manière plus systématique, de manière plus complète. C'est des données qui sont publiques qu'on utilise, donc il n'y a pas de données, on utilise des données du catalogue qui sont d'ores et déjà disponibles là, quand on se connecte nous-mêmes en tant qu'individu non membre sur le compte de la SOCAN. Donc ça crée toutes ces œuvres-là. Et surtout, ça fait un diagnostic du catalogue. Enfin, ça identifie les œuvres qui sont incomplètes ou invalides, celles qu'on ne voit pas toujours dans le compte SOCAN. Je prends des exemples. Récemment, il y a quelqu'un qui a fait un import juste des chansons de son nouvel album, là, pas catalogue au complet. Il y avait 14 œuvres et dans les 14, il y en avait 3 qui avaient un IPI manquant parce qu'il y avait une erreur de match quelque part. C'était un Universal Music qui n'avait pas été bien, publishing, qui n'avait pas été bien connecté. Donc, ça veut dire que on détecte les erreurs, ça vous permet de savoir quelles œuvres sont incomplètes, qui n'ont pas de ISWC ou qui ont un IPI 0. Ça veut dire soit il y a un mauvais match avec l'individu ou parce qu'il y a un créateur qui n'a pas de compte SOCAN et donc qui n'a pas d'IPI et donc ben, que sa place dans les métadonnées numériques est un peu compromise s'il n'y a pas d'identifiant unique. Là. C'est un peu l'enjeu des non-membrés. Donc, mais ça permet donc d'identifier ces œuvres-là et ça, c'est une affaire qu'on a découvert, qu'on faisait. C'était pas l'objectif original, mais on permet de faire ce clean-up-là. Donc, c'est normal. Les SOCAN savent qu'il y a des erreurs. C'est pas anti-SOCAN, au contraire. Ça va vous permettre de faire le travail avec eux, de cleaner vos œuvres. Et surtout, ça va vous permettre d'inviter vos collaborateurs qui ne seraient pas déjà dans le système. Donc, si vous avez fait le travail préalable d'inviter la plupart de vos contributeurs, ça va déjà être fait. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas fait, puis il y a un gars que vous travaillez avec lui depuis des années, mais qui n'est pas dans le système, ben, vous pouvez l'inviter au besoin. Il va avoir son compte, il va pouvoir faire son travail de documentation. Fait que la plus-value du diagnostic, elle n'est pas à négliger. C'est un exercice qui vaut la peine d'être fait par quiconque. Euh, on a donc, j'en parlais tantôt, des outils anti-doublons de validation et de vérification. Euh, le travail de vérification et de validation se fait au niveau des identifiants uniques. On ne peut pas avoir 2 fois le même ISWC. Si un ISWC qui est déjà existant, mais que, oups, on ne peut pas avoir 2 fois le même ISWC, donc ça crée un bug, on a une alerte et on doit intervenir. De la même manière que si on utilise un ISRC qui est déjà attribué à une œuvre, pas à une œuvre, à un enregistrement, à ce moment-là, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, on a la capacité de vraiment là, identifier des erreurs de doublons en amont, avant la diffusion. Et surtout, une fois qu'on arrive au niveau de la déclaration, au niveau des déclarations, au niveau de l'apparition, on a un tableau recap. Vous voyez ici le gros tableau que vous voyez là. Donc, ça nous permet d'avoir le recap des enregistrements sonores. On est capable d'ouvrir, d'avoir le détail des line-up, des œuvres, de tout ça, chanson par chanson, pour s'assurer qu'il ne manque rien. On peut voir, dans ce cas-ci, il manque des œuvres. Donc, on a une petite alerte, hey, il n'y a pas d'œuvre. Donc, cette personne-là ne pourrait pas faire à terme certaines déclarations parce qu'il manque les œuvres, mais on pourrait faire une déclaration artiste ou producteur parce que là, tout est beau à ce niveau-là. Mais à terme, ça va permettre de faire un checklist, de valider qu'est-ce qui manque quoi, et d'avoir
des validations au fil du temps, en fait, de la saisie. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. En ce moment, si vous faites une déclaration X, Y, Z dans un Excel, dans votre ordinateur, puis vous l'envoyez à l'extérieur, à moins que vous ayez un document collaboratif, ça se peut qu'il y ait personne d'autre qui mette les yeux dessus. Donc, des fois, c'est des erreurs, tu sais, on a une virgule ou un autre nom. Donc, on évite déjà avec le système des erreurs de nom parce que quelqu'un a validé son nom et ses différents orthographes. Donc, je prends l'exemple de si quelqu'un avait un nom tout le monde écrit mal avec une erreur systématique, ben, il peut mettre cette erreur-là systématique que tout le monde fait. Ils vont le trouver avec cette erreur orthographique, mais par contre, le résultat final, ça va être le nom que lui a choisi. Donc, même si quelqu'un l'écrit mal, ton nom, à chaque fois, là, ça arrive, il y en a, ben, il n'y aura pas d'erreur au bout de la ligne. Ça va être le bon nom qui va être employé, là, le vrai nom, et non pas son alliance ou son nom, euh, son nom avec des fautes. Donc, on a à ce moment-là, c'est ça. Donc, vraiment des outils là, de validation along the way qui permettent de trouver les erreurs et de les identifier. Voilà, là, j'étais rendu à l'étape de la démo pour montrer un peu un album dans son vrai contexte de quoi ça a l'air et tout ça. Je vais me déconnecter pour que vous voyez la connexion. Bon, ça fait tout seul. Comme vous pouvez voir, j'ai été déconnecté pour des raisons de sécurité. Donc ça veut dire que ça fait sa job de me déconnecter. Donc, je me connecte dans MetaMusic. Quand vous vous connectez dans MetaMusic, ce que vous allez voir, c'est toutes les comptes que vous gérez, entre guillemets. Je gère beaucoup de testeurs. Aujourd'hui, je vais être Paul-André Cassidy pour les besoins de la démonstration. Mais donc, ça vous permet de choisir aujourd'hui avec qui vous allez travailler en réalité, et non pas comme une page Facebook. Comme si vous vous connectez sur Facebook, ben, pareil, si vous gérez plusieurs bandes ou si vous gérez plusieurs entreprises, ben, vous allez pouvoir choisir la page que vous allez gérer aujourd'hui. C'est un peu la même logique donc, on peut choisir ici de changer d'utilisateur dans le menu. Donc là, si je venais bon, avoir un nouveau compte, je viendrais, puis je vais prendre Paul-André toujours. Donc, on a notre profil, on a les statuts, donc québécois, canadiens, autochtones, qu'on peut changer individuellement pour être à ce moment-là que nos actions soient calculables dans le contenu québécois, contenu canadien, contenu autochtone, dans un futur rapproché, s'il y avait un calcul qui se faisait selon les méthodologies musicales, qu'on serait prêt là, à avoir cette chorégraphie-là derrière. On ajoute des rôles, donc que ce soit artiste-interprète, que ce soit créateur, auteur-compositeur, producteur, artiste individuel ou autre. On peut ajouter des rôles ici selon les besoins. Donc, si quelqu'un fait de la réalisation, si quelqu'un fait de réalisation au sens très large, s'il a contribué à un enregistrement sonore en termes techniques, donnez-lui le rôle. Si jamais il a besoin d'être identifié comme tel, il y aura ce rôle-là à ce moment-là. Même chose si quelqu'un fait de la photo ou écrit des textes d'une pochette, on rentre ça dans les contributeurs design. Ça permet de leur donner tous ces rôles-là en amont si jamais il y a effectivement besoin d'avoir ces différents rôles-là. Euh, je vous montre rapidement de quoi ça a l'air une page d'auteur-compositeur. C'est vraiment important de le compléter quand on travaille avec des auteurs-compositeurs. C'est que ça permet d'ajouter son IPI ici. Donc, en ajoutant l'IPI, c'est comme ça qu'on va faire les matchs au niveau des œuvres. Donc, en ayant l'IPI-là, le lien entre les œuvres se fait et ça permet à ce moment-là de pouvoir être automatiquement là, ajouté dans les différentes contributions qu'on a. Ensuite de ça, on peut acheter nos alias, j'en parlais tantôt, on peut acheter nos alias pour que justement, s'il y a différents orthographes, que ce soit même des surnoms, si quelqu'un t'appelle toujours par tel nom, ben, mets-le là. Des fois, on ne sait pas, les gens font des drôles de recherche, mais ça permet de s'assurer qu'on couvre toutes les identités possibles. C'est pas anodin parce qu'on va parler de Disney dans quelques secondes après. On peut ajouter ensuite de ça les différents gestionnaires du compte avec les emails et les différents types d'accès. Et là, je viens à Disney, justement. Ouais, c'était pas quand on fait une recherche Disney dans MetaMusic, la beauté de la chose, c'est qu'on fait rechercher mon Disney et ça prend tous nos alliances, tous les noms qu'on a mis, donc nom d'artiste, nom de plume, surnom et autres qu'on a mis là pour faire la recherche. Parce que on ne sait pas quelle identité a été utilisée des fois pour nous assigner un Disney ou pour nous lier à un Disney. Donc, ça permet à ce moment-là de couvrir toutes nos bases.
Et là, dans le cas de Paul Henry, il y en a seulement un. Mais quand on a plusieurs réponses, on peut à ce moment-là choisir est-ce que c'est bel et bien moi et à l'associer à la bonne identité. Par exemple, si quelqu'un avait, par exemple, de Caracol, par exemple, Carole Facal a un ISNI à elle, mais Caracol a aussi un ISNI parce que c'est deux identités publiques distinctes, séparées. Dans le cas de Paul André, il y a pas ce cas-là, mais on est capable d'assigner à ce moment-là au bon niveau. Là, je suis un peu je tombe dans le détail peut-être, mais ça permet donc de voir est-ce bien moi, en fait. Donc, on sait que ben, Paul André, elle sait qu'elle a écrit Aimer la mer, puis au lever du jour, c'est bel et bien elle. Donc, Paul André Cassidy, donc elle peut dire que c'est elle sans peur de se tromper. On fait soumettre, et à ce moment-là, Paul-André Cassidy, dès qu'on nomme son nom dans la métamusique, il y aura toujours un ISNI associé. Dans tous les exports et dans tous les collections qu'on fait, l'ISNI va constamment être associé dans ces différentes contributions. Donc, ça, c'est au niveau de l'ISNI. S'il y avait des groupes, elle serait là. Quand on a ensuite de ça des contributions, ben, on a le résumé par individu, donc des œuvres, des enregistrements sonores et des parutions sur lesquelles on est intervenu. Donc, ça, il y a une partie de ça qui est visible par le public, là, évidemment, ben, par le public, par les utilisateurs de Métamusique pour le moment. Seulement les données confidentielles qui ne sont pas visibles par tous. Euh, donc, ça, c'est le profil d'un individu. Mais comme je sais qu'il y a des entreprises, on va aller voir une entreprise, à ce moment-là, intervenant entreprise. Je vais aller voir Métamusique, production Métamusique. J'ai pas production Métamusique? Oui, c'est ça. Ok. Excusez. Bon, alors, production Métamusique, présentement, j'avais mis que j'étais à la passe pour des raisons de joke l'autre fois, mais de test, mais on va mettre que je suis au Canada pour vous montrer que ça fonctionne. Parce que je ne suis pas canadien, je vais le devenir en mettant ça. Je suis du Québec et je suis de Montréal. Et en sauvegardant, je deviens québécois et canadien automatiquement dans le système. Je peux m'ajouter mes rôles, même mécanique. Je peux venir mettre des identifiants. Dans mon cas, moi, j'ai un compte Soproc, donc j'ai mis mon identifiant Soproc et mon statut est validé. Donc à ce moment-là, je peux à ce moment-là faire des déclarations. Si j'avais à faire des déclarations, j'en ferai pas, mais si j'avais à en faire, je pourrais. En préparation au dépôt légal, on a déjà intégré la capacité d'ajouter l'identifiant BANQ qui sera nécessaire pour pouvoir faire le dépôt légal de BANQ. Donc, le producteur québécois aurait cette section-là dans son profil. Donc, c'est là où on en est là-dessus. Même mécanique pour les IPI, c'est pour les créations d'œuvres, donc c'est la même chose. Même chose pour les alias, si j'avais d'autres éléments. Là, j'ai mes gestionnaires, je n'ai pas de Disney, je n'ai pas besoin. Donc, pareil, mon résumé d'œuvre, c'est pas des bonnes œuvres, évidemment. Donc, voilà, ça, c'est un profil entreprise. On peut faire la même mécanique, acheter des rôles pour les besoins de l'entreprise. Euh, je vais venir rapidement vous montrer la mécanique de l'import du catalogue SOCAN. Je vais prendre celui d'Alexandre ici. Je vais faire importer mon catalogue. Donc, je vais importer le catalogue d'Alexandre, je ne le referai pas. Mais on sait que dans son catalogue, on a 74 œuvres ajoutées à son compte. Il y en a qui ont été invalidées. Mais des fois, les œuvres valides, là, plus pour assurer les gens à la maison. Je pourrais rassurer le monde, c'est que des œuvres invalides, il y en a que c'est normal. Il y a des cas du NV, ça, c'est des chansons qui ont été retraitées une autre fois, ils sont encore dans votre compte, sont là, mais c'est comme du bois mort, mais justement, nous, on ne les traite pas, mais on les isole pour que vous sachiez qu'il y a ces œuvres-là. Donc, dans le tableau d'œuvres invalidées, il y en a, je pense que c'est pas mal ça, en plus dans son cas, il y a que ça, là. Donc, c'est des œuvres qui sont invalidées. Donc, vous pouvez voir après, on est capable d'inviter les gens, nos collaborateurs, et vous avez un tableau d'œuvres invalidées à la fin, vous allez pouvoir voir lesquelles sont invalidées. Au niveau des œuvres, il y a une différence entre des œuvres faites à la main, entre guillemets, qui ont été créées par l'individu elle-même, et des œuvres qui ont été importées dans un catalogue SOCAN. On le voit par l'icône qui sont différents. Elles sont valides, c'est juste que les catalogues n'ont pas été importés pour ces œuvres-là, ou plutôt ont été importés, mais dans une vieille version. Donc, il faudrait que Paul-André fasse son import de catalogue. Ça va les mettre à jour ces œuvres-là parce qu'elles sont dans son catalogue. Mais comme à l'époque, il manquait un des contributeurs, ben, on n'a pas pu faire l'import dans la vieille version. Mais aujourd'hui, quand elle va venir, Paul-André, ça va le faire. Mais ça pour dire qu'il y a une différence entre les deux, mais ce sont des œuvres qui sont complètes dans les deux cas. Si je viens ici et que je clique dessus,
qu'on voit, c'est qu'on a donc les deux créateurs, on a l'éditeur, on a pu rajouter les paroles, on a rajouté les langues des paroles, on a pu ajouter l'organisme de financement s'il y en avait eu, ça avait été financé par le CAC en création, etc. On aurait pu l'ajouter là à ce moment-là. On aurait pu, il y a aussi des sections pour les musiques classiques qui ne sont pas à remplir pour les œuvres, les œuvres. Et on sait à la fin, est-ce qu'il y a un enregistrement sonore sur lequel la chanson, l'œuvre a été ajoutée. Donc là, il y en a juste seulement une, mais si demain matin, Paul André faisait un album live avec la même chanson, elle pourrait apparaître à ce moment-là au niveau de l'enregistrement sonore qui est ajouté au niveau de l'œuvre. Donc ça permet de, pour un éditeur ou pour un autocompositeur qui n'est pas interprète, de savoir, de valider quand tu regardes ses œuvres, est-ce qu'il y a effectivement des usages qui ont été faits de mes œuvres et d'autres utilisations qui ont été faites. Il y en aura d'autres de ces tableaux-là qui vont être ajoutés quand on va pouvoir, par exemple, faire la question des envois des paroles vers les musiques match de ce monde, ce qui est en train d'être discuté de notre côté, ben, on sera capable de l'ajouter là à ce moment-là aussi pour qu'on ait une vision, quand on est le gestionnaire propriétaire des données, de savoir là, où ça a été envoyé et par qui et comment et à quelle date, par exemple. Donc, ça, c'est les éléments d'une œuvre. C'est assez simple, là. C'est pas, il y a pas plus d'affaires il y a pas plus d'affaires dans nos œuvres à nous que vous avez à la SOCAN, dans le fond. Que nous, on a les paroles et ces éléments-là qui pourront, on va le voir tantôt, être réutilisés. Donc, si je reviens à Paul André, donc elle a mis son catalogue d'œuvres. Voilà. Là, elle peut documenter ses différents enregistrements sonores. Donc, on prend Kamouraska, qui est le même qu'on a vu tantôt, la même œuvre, là. Donc, on a les détails, on a l'ISRC, on a la durée, évidemment, les versions originales, etc. On a la capacité d'ajouter l'œuvre. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on va pouvoir ajouter l'œuvre. Et là, une fois qu'on l'ajoute, l'information, elle devient ici, et donc, elle devient associée. Donc, l'ISRC et l'ISWC deviennent associés donc, de manière permanente. Et à ce moment-là, puis on n'a plus besoin de se poser la question qui a écrit quoi, c'est associé constamment. On ajoute le premier producteur, donc on a les données de producteur, on peut en ajouter plusieurs, évidemment. On a les données d'enregistrement, les sessions d'enregistrement qu'on peut venir voir ici rapidement. Donc, ça nous permet d'ajouter, évidemment, le nom du studio, les dates d'enregistrement, l'année étant la seule information obligatoire, l'important étant l'année, les autres sont facultatives. On a les artistes-interprètes qui soient vedettes, accompagnateurs ou featuring, avec les instruments qui jouent et les contributeurs de techniques de l'enregistrement. Une fois qu'on a complété les sessions d'enregistrement, on a le résumé du line-up qui nous permet de valider que tout est complet. Quand on a 12 sessions, ça va assez bien, quand tu fais des petits enregistrements, mais quand il y a 15 contributeurs avec 12 sessions de studio, ça peut être bien d'avoir un tableau qui nous récapitule une fois comme ça, on peut aller voir lesquels compléter. Et comme je disais tantôt, on voit Lisny d'ici de Paul André qui apparaît constamment. Donc, dès qu'elle intervient, que ce soit à elle, l'œuvre ou son enregistrement à elle, Lisny apparaît constamment. Même chose pour Vincent qui est là. On a ajouté les arrangeurs. Ensuite de ça, les sessions de mixage, même chose, même mécanique que les sessions de studio. On a les paroles qu'on peut copier de l'œuvre. Donc là, on ne le fera pas parce qu'ils sont déjà là, mais on pourrait les copier à ce moment-là de l'œuvre et les modifier parce qu'on sait aussi que on prend les paroles originales, mais on rajoute des yéyés, des wouhou et des clap your hands. Et donc, on est content. Donc, on peut les ajouter là aussi pour que ce soit raccord et que ce soit bel et bien là, bien fait et ajouter les langues de ces paroles. Même chose au niveau des organismes de financement. On peut ajouter les éléments d'organismes de financement si c'était financé en production ou même en mise en marché. On peut le mentionner là. C'est facultatif. C'est la logique qu'on veut implanter pour que ça soit associé aux métadonnées. Donc, c'est ces éléments-là. Pour faciliter les redditions de comptes aussi, pour vous aider aussi dans ces exercices-là qui sont un peu toujours obligatoires. Et ensuite, on arrive au niveau donc, là, des genres et des tags. Donc, la gestion des genres et des tags dans MetaMusic, elle est faite pour vos besoins à vous et non pas pour se connecter directement aux plateformes pour le moment. C'est fait de manière à ce que vous ayez la capacité donc d'ajouter des mots-clés autour de vos enregistrements sonores pour alimenter vos logiques de référencement naturel, vos logiques de mise en marché, que ce soit des communiqués de presse, d'envoyer de mettre des mots-clés dans vos YouTube, dans vos Bandcamp, dans vos espaces web à vous, de documenter vos propres espaces, pour que vous ayez les vocabulaires des plateformes pour associer vos œuvres au genre que vous pensez qu'ils devraient avoir. C'est pour casser le moule du
tout le monde au Québec est indie québécois, ou tout le monde au Québec est rock québécois, ou tout le monde au Québec est genre québécois, là, ou canadien, francophone. C'est un peu les moules qu'on doit devoir casser. Je pense, je pense ça depuis 2008, donc c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est un enjeu pour moi qui est majeur et qui est structurant pour ce qu'on fait. C'est que c'est impossible de percer la bulle si on n'est pas capable de s'associer aux musiques que les gens écoutent naturellement. Donc, c'est pas d'empêcher les gens d'écouter de la musique de l'étranger, au contraire, c'est plutôt de pouvoir que si un groupe d'ici fit avec un groupe de l'étranger, ben, qu'ils puissent avoir le même vocabulaire, le même lexique le même champ lexical autour de leur musique pour être capable de s'associer naturellement sans devoir payer, on ne sait pas qui d'ailleurs, pour être présent. Donc, l'idée, c'est d'ajouter donc des genres en utilisant les vocabulaires des plateformes pour l'ensemble des plateformes en haut. Pour les tags, on a puisé dans la DB de Spotify, donc les 6500 quelques tags, auxquels on en a rajouté nous autres aussi. On a ajusté un peu moins certains vocabulaires là aussi pour justement répondre à des besoins de référencement qui soient, on a autant compositeur, interprète québécois, on a rajouté on a fait ces éléments-là pour être capable on va les traduire aussi au demeurant, là, pour être sûr que tout soit bien en français. Il y a le 6600, c'est un peu plus complexe. Mais l'idée étant, encore une fois, de vous donner des vocabulaires à associer à vos chansons pour que vous ayez des bons tags dans votre mise en marché. Puis si jamais on est capable de se connecter aux plateformes pour leur envoyer, ben, on leur enverra aussi. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas encore connecté aux plateformes. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette section-là. Donc, là, j'ai fait un enregistrement sonore qui s'appelle Kamouraska. Admettons que ça correspond à l'ensemble des chansons de mon album. OK? Prenons un band typique qui enregistre 8 tonnes, il y en a 7 qui ont à peu près les mêmes sessions de studio avec le même monde, le même réalisateur, etc. Ben, au lieu de saisir l'information 7 fois, on va le dupliquer. Donc, on est capable de faire un enregistrement au complet, de dupliquer l'information. Je vais cliquer pour vous le démontrer sans le faire complètement. Ça va générer un nouvel enregistrement sonore. Donc, ce que vous venez de faire là va être dupliqué, moins les informations comme l'ISRC, moins le lien avec l'œuvre, moins, c'est ça, essentiellement. On enlève tout ce qui est unique, donc la durée, on enlève la durée, tout ça. Donc, on enlève tout ce qui est vraiment unique à l'enregistrement que vous venez de faire. On garde le studio, on garde les artistes, on garde les instruments, les réalisateurs et les genres et les tags, ce qui est long à faire dans le fond, pour que vous puissiez le réutiliser sur les autres enregistrements sonores. Donc, on le fait vraiment là, de manière à vous enlever de la job à ces étapes-là aussi. Donc, la logique, c'est on en fait un et on le copie. De la même manière qu'en studio, vous pourrez très bien ouvrir un onglet Métamusique, documenter les sessions d'enregistrement pour une tourne de l'album ou une tourne que vous venez d'enregistrer là. Et les sessions vont être là. Vous avez juste à les copier d'un enregistrement à l'autre après. Et vous êtes capable, à ce moment-là, de vous sauver du temps, de la faire une fois et de ne pas à courir après l'info 50 fois. Et sachez que maintenant, je n'ai pas mis dans les nouveautés, mais on peut supprimer des choses qui n'ont pas été déclarées déjà. Donc, s'il y a des chansons, finalement, celle-là mal documentée, on peut la flusher, on est capable de le faire. Tant qu'elle n'a pas été déclarée, qu'elle n'a pas été utilisée, qu'elle n'a pas été associée, on a une certaine liberté à ce niveau-là. Euh, donc, des questions à date sur tout ça, là, je vais vite, peut-être que je suis clair ou je ne sais pas, mais n'hésitez pas, là. Ça va? Soit à la fin, vous aurez sûrement des questions plus. Vous aurez plein de questions à la fin, je suis sûr. Donc, on a un enregistrement. Quelle heure il est, là? On a jusqu'à maintenant, en fait. J'avais vu jusqu'à 15h30, fait qu'on a le temps. Parfait, c'est bon. C'est pour ça qu'on avait dit 15h30 aussi, d'ailleurs. C'est parce que j'allais parler longtemps. D'accord. Donc, maintenant qu'on a fait un enregistrement sonore, on peut aller dans nos enregistrements sonores, on peut aller dans une parution. Donc là, on va faire l'album. Donc, on fait une nouvelle parution, on arrive dans une fiche comme celle-là. Donc, on peut évidemment associer donc l'artiste vedette, on peut. C'est qui est propriétaire qui est propriétaire de la licence. On a l'artiste vedette, on a donc les formats, et c'est là qu'on vient ajouter les chansons. Donc, dans un des formats. Format étant, j'ai un album qui a un CD, un vinyle et un MP3. Ben, à ce moment-là, on vient créer 3 formats. Même chose que dans les parutions, dans les enregistrements sonores, pardon, on peut dupliquer les formats. Donc, on en fait un. Si c'est tout pareil, sauf
l'UPC, sauf si c'est ces éléments-là. On peut en faire un au complet et dupliquer à ce moment-là vers les autres formats, ajouter le bon UPC et on est prêt à aller déclarer. Donc, je vous montre rapidement de quoi ça a l'air un format. Trois onglets dans le haut. On rentre d'abord les détails, donc les codes du PC, les maisons de disques, indépendants si c'est le cas, ou une maison de disques si c'est le cas. On a le distributeur, on a les numéros de catalogue, les dates de mise en marché. On vient au support où l'on choisit le format, on peut le décrire et ajouter un numéro de disque, le cas échéant, si c'est pertinent, si on fait un disque double. On a ensuite ben, la capacité d'enregistrer des enregistrements sonores et on peut les déplacer. Donc là, je ne le ferai pas pour pouvoir déplacer son album, mais regarde, c'est pas fait. Et donc, on est capable de drag and drop c'est moi qui fais des comme ça, non, c'est pas moi. Excusez. Et donc, ajouter les sessions de matrissage ensuite de la même manière qu'on ajoutait une session de studio, en fait. Et on peut ajouter après ça les contributeurs du design et de la pochette, donc qui a fait le texte, qui a fait la photo, etc. Tout ça peut être documenté. Euh, Tout n'est pas obligatoire, là. Je veux juste le préciser depuis tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires pour les déclarations. Ces éléments-là ne sont pas obligatoires. On ne va pas imposer tout ça. Par contre, vous avez la capacité de le faire. Donc, si votre designer de pochette est là, ou s'il n'est pas là, vous avez la chance de donner le cue, de donner une visibilité. Perdez-la pas, cette chance-là. Ça se peut qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, mais des fois, il faut aussi faire un. Puis nous, on est capable de leur expliquer aussi des fois les bénéfices, mais c'est pas perdu. C'est pas, parce que pour eux d'avoir un compte là-dedans, ça mange pas, ça coûte rien, ça mange pas de pain, comme disent les Français, mais surtout, ça permet d'être visible. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut, comme je dis, copier les informations d'une parution à l'autre. Ça nous permet à ce moment-là d'ajouter maintenant, c'est nouveau, les liens d'écoute. Comme ça permet d'avoir les liens d'écoute de vos albums, que ce soit que ce soit votre propre site personnel, Spotify, Apple, mais Amazon. On va ajouter d'autres options à ce niveau-là, mais ça permet à ce moment-là quand nous, on aurait des fiches publiques, ben, d'activer la découvrabilité un peu, hein, tu sais, de rendre que les gens ils auront, oui, vos albums, mais ils sauront où aller les écouter. Comme ça, au moins, il y aura de l'intérêt. Et ces liens-là sont obligatoires pour le dépôt légal de toute façon aussi. Donc, c'est en amont de cette besoin-là qu'on les a ajoutés. Et on arrive donc à ce moment-là au statut, au résumé de la parution, parce qu'on a fait l'ajout des chansons en haut. Là, maintenant, on a le résumé. On est capable de valider que ben, c'est bon le line-up, c'est le bon premier producteur, c'est le bon interprète, c'est les bons accompagnateurs, c'est la bonne œuvre, tout est beau. Je peux vérifier toutes les chansons une par une. J'ai mon résumé des genres. Est-ce qu'il manque des genres? Il y a toutes des affaires qui n'ont pas rapport. Pourquoi c'est là? Je vais aller vérifier dans les enregistrements au besoin. Si toutes les chansons ont le même tag, on les met pas 20 fois, là, on met un résumé concentré. À ce moment-là, une fois qu'on se dit que c'est bon, on peut faire des exports. On a pour l'instant un export complet qui va résumer l'ensemble des données de l'œuvre. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser. C'est un Excel que vous pouvez utiliser pour envoyer votre équipe de mise en marché, votre équipe de tracking radio, tous ceux qui ont besoin de cette information-là. Vous allez avoir les bonnes informations avec les bons identifiants, incluant les crédits d'auteur-compositeur, dans un format qu'ils vont pouvoir copier-coller à la limite quasiment dans leur truc. Mais surtout, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, allez le mettre sur votre site web, allez le mettre sur vos Bandcamp, sur vos YouTube, allez utiliser ces crédits-là le plus largement possible avec, quand c'est nécessaire, d'avoir des identifiants. Et on arrive à la section des dépôts, à ce moment-là, des déclarations. Donc, on clique sur Ajouter. On choisit ce qu'on veut déclarer aujourd'hui. On déclare où est-ce qu'on veut le mettre. Bon, là, on ne peut pas le mettre parce qu'ils ont été déposés. Donc, on ne pourra pas le faire. On ne le fera pas. Mais ça permet de voir que justement, on ne peut pas double déclarer. Vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez voir que vous ne pourrez pas double déclarer. Mais vous pouvez déclarer si vous êtes effectivement admissible. Et la déclaration, ça se fait tout seul. On passe sur un bouton, puis ça amène ici. Et ça nous amène après au portail au besoin. Si vous avez besoin d'aller valider que c'est bel et bien rentré, ça vous dirige vers votre portail. Donc, je viens de documenter un album de Métamusique. C'est un travail qui se fait relativement correctement quand on a pris la main. Si tant est que l'information est là, les vraies clés, c'est d'avoir fait l'onboarding, d'avoir fait la création des comptes en amont, en lot, comme on le propose maintenant. Pour toute organisation de plus de 5 personnes, on l'offre, là, ça fait partie du service.
Ça va tous nous sauver du temps, ça va tous vous permettre d'avoir des organisations qui sont complètes. Euh, c'est important. Et c'est ça la grosse clé du succès, en fait, de vraiment d'être capable d'avoir le monde. Quand les gens sont dans le système, c'est une affaire de rien. Et d'avoir les informations en amont. En fait, ça, c'est l'enjeu que tout le monde m'a souligné. Des petits indépendants qui font ça un album par année, aux gros labels qui en font plusieurs par semaine, c'est un enjeu de récupérer l'information en amont. Donc là, nous, on est en train de finir un outil, un document Excel pour que vous puissiez le faire à mitaine, noter correctement tout ce que vous allez avoir besoin dans la métamusique en amont. Mais je vous l'ai montré tantôt, si vous êtes en studio, ou si un producteur est en studio, ou si même un artiste est en studio, on peut les former, les aider à comprendre les outils en ouvrant, même un réalisateur, en ouvrant un onglet dans Métamusique, en créant des sessions de studio avec les gens qui sont dans le studio live, ben, l'invitation, elle se fait tout seul, le tag se fait tout seul, ils sont là, c'est facile, on n'en perd pas. Donc, il y a moyen d'utiliser Métamusique aussi en précaution, là, en prévision de ne pas perdre d'informations. C'est la clé du succès pour toute opération de ce genre-là. Donc, voilà. Donc ça fait le tour de Métamusique. Faire un album, c'est ça. Vous voyez là, c'est vraiment notre ambition chez Métamusique, en fait. Notre but, c'est pas juste de vous imposer. Notre but, c'est pas de ne pas vous imposer rien. En fait, notre but, c'est de rendre votre job plus facile, plus rapide, plus simple. Donc, aujourd'hui, on intègre des informations, puis on en envoie à différents endroits. On est en train de travailler, je vous disais tantôt, sur des dépôts légaux on discute avec encore en train de discuter pour travailler là-dessus. On est en train de travailler sur la gestion des paroles en ce moment pour la déclaration des paroles pour les Music Match, les Eric Fine de ce monde. On est aussi en discussion avec les gens de la disque. On est à la disque aujourd'hui. On parle avec la disque. Ils sont pas en vert encore, mais ils devraient être en vert. D'ailleurs, le volume l'est. C'est plus le volume qui l'est, mais aussi tout ce qui est information liée à l'enregistrement sonore. Dès que quelqu'un en a besoin, on va leur parler, on va être capable, à tout le moins, là, de réfléchir à des façons de leur amener l'information. Donc, c'est cette ambition-là, elle est basée sur vos besoins à vous. Donc, c'est important aussi de nous le dire, ce que vous avez besoin. Moi, j'aime ça savoir ce que les gens ont besoin parce que j'ai plein de commentaires. J'ai une bonne idée de ce que vous avez besoin, mais des fois, on a peut-être des affaires, des angles morts, des affaires qu'on n'a pas vues. Donc, c'est important aussi de nous le dire, de nous le signaler. Nous, ça va nous permettre de développer des besoins, des choses qui sont en lien avec vos besoins. Parce que oui, on est en train de développer des offres premium. Donc, oui, un service gratuit avec des offres plus-value pour compenser d'autres services externes. Je sais que des musiques de ce monde commencent à charger des montants exorbitants. Donc, est-ce qu'on est capable, nous, de venir compenser à ça à un coût moindre? Probablement, mais faut être capable de bien cerner le besoin, de savoir qui a besoin de quoi pour répondre à ces besoins-là. On est là. Parce que comme vous le voyez, à partir du moment où on a l'information de base dans Métamusique, que l'essentiel est là, ben, on est capable de le transformer pour quiconque. On est basé sur DDEX, qui est la norme d'échange de données. Donc, des Jacksta de ce monde, on y pense. Il faut juste trouver des façons de que ce soit payant pour nous et pour vous de le faire, que ça ne coûte pas trop cher. Parce que c'est le sky's the limit, mais le budget aussi. Donc, donc l'idée, c'est d'être capable de répondre à des besoins qui sont réels. Donc, il faut nous le dire, on est vraiment ouvert à le savoir. Nous, c'est vraiment notre fun de mieux comprendre ce que vous avez besoin d'avoir. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des besoins à nous le dire. On est rendu à l'étape rapide où je vais survoler ça, mais vous allez voir comment se lancer dans la métamusique. C'est déjà ouvert aujourd'hui. Vous allez voir ça dans la présentation, donc vous pouvez scanner les QR codes si vous voulez aujourd'hui, mais vous avez déjà portail.metamusique.ca et metamusique.ca qui fonctionnent. Donc ça, a priori, vous pouvez aller là-dessus. Sur le nouveau site web, on a un guide qui fait quoi, de comment faire telle et telle affaire. On a des liens vers les tutoriels vidéo étape par étape avec vraiment là, tout le détail. On a les autres informations que vous allez voir juste après, mais être capable là, de vraiment les retrouver là. L'outil est déjà prêt, donc tout ce qui est là, vous avez besoin, tout ce que je vous ai montré tantôt est là, est disponible a priori, donc vous pouvez aller vous y plonger. Y aller tout seul, vous êtes capable. Il y a des outils de guide. Si vous lisez le guide, vous allez être capable. Mais on a aussi des capacités de soutien. Donc,
On a des offres de formation d'introduction, on va dire. Là. On ne vous vend pas de formation pour le moment. On veut vous aider à comprendre Métamusique. Et nous, ça nous permet aussi de mieux comprendre les besoins. Là, on a fait des tests pendant un certain nombre de semaines et de mois. Là, on est rendu à l'étape de vous le présenter. L'outil fonctionne. Il fait ce qu'il promet qu'il fait. Mais il faut bien le comprendre. Il faut mettre la main dedans avant de pouvoir vraiment le maîtriser. Pas de le maîtriser. C'est pas compliqué, mais il faut quand même y rentrer. Est-ce que vous avez besoin d'une introduction individuelle pour les labels, pour les gens qui font déjà ça? Parce que vous êtes plus le troisième carré au niveau des besoins particuliers, que ce soit pour avoir, qu'on puisse vous expliquer la création des comptes en lot, s'assurer justement que votre équipe est formée, puis que vous soyez capable de vous onboarder vous-même dans un premier temps, ou identifier vos besoins, parce qu'on a également une nouvelle offre qui s'en vient bientôt, qui va vous permettre pour ceux qui ne veulent pas le faire, pour ceux qui disent je ne comprends pas, j'ai de la misère, je ne veux pas le faire, j'ai pas le temps, ou peu importe, il y a des raisons X, Y, Z. Nous, en fait, on va vous proposer de le faire. On est en train de développer un package pour un album, un EP ou des packages album de single pour justement vous permettre de le faire correctement avec nous, par nous, en fait, carrément, avec justement la capacité là, de le faire rapidement et correctement pour que ce ne soit pas un enjeu, qu'on puisse commencer vraiment en douceur et qu'après ça, vous soyez capable de tranquillement reprendre le pas ou pas, ou carrément nous le confier pour donc, voilà. Je vous remercie pour votre temps. C'est Et merci gentil. Pierre, c'était super clair. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Je comprends. C'était clair. Parfait. Tant mieux. Écoutez, n'hésitez pas à vous booker à des sessions d'introduction. N'hésitez pas à aller consulter les informations qui sont sur le site. Et puis, on commence à prendre les rendez-vous avec les labels pour justement faire le travail d'onboarding de groupe et être capable de vous lancer tête première en quelques minutes, littéralement. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'était très, très clair. Merci d'avoir été présent pour votre grande attention. Donc voilà, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, tout le monde. Au plaisir. Merci, bye.